Ce qui est bien avec le métier du growth, c'est un des jobs que j'appelle héroïste. C'est-à-dire que normalement, si on fait bien notre job, on rembourse notre propre salaire. On peut saisir beaucoup plus d'opportunités parce qu'on en a plusieurs devant nous. Aujourd'hui, il y a plus de postes que de candidats qualifiés. Sauf qu'en fait, on s'en fout du diplôme en tant que recruteur. Déjà, si les gens appliquaient ces 3-4 soft skills que je viens de mentionner, ils feraient partie des profils les plus recherchés de l'écosystème. Ça paraît attractif, en fait, en étant un jeune diplômé, d'avoir 150 missions différentes, mais c'est le plus gros piège. Aujourd'hui, entre quelqu'un d'expert et quelqu'un de passionné, ça sera toujours le passionné qui aura une meilleure carrière. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses keynotes propulsées par le Growth Event. Pour rappel, le Growth Event, c'est le premier salon en France qui vulgarise le growth pour le rendre accessible à tous, peu importe votre métier dans la tech. Les places sont 100% gratuites mais en quantité limitée, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Growth Event. Let's grow together. Cette vidéo est faite en partenariat avec la CNJE, la Confédération nationale des juniors entreprises de France, qui chaque année permet à plus de 25 000 étudiants de mettre en application leur enseignement par la réalisation de projets pour les professionnels. Rendez-vous au milieu d'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous, vous êtes sur les grosses keynotes propulsées par le Growth Event et aujourd'hui on est avec Jérémy Goyot. Un grand merci en tout cas Jérémy d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. On va pouvoir parler de plein de sujets liés forcément au growth mais à la formation, au recrutement, à la carrière aussi. Peut-être pour ceux qui te connaîtraient pas forcément, tu as été le Head of Growth de Spendesk, tu es resté un peu plus de 7 ans chez Spendesk. Je pense que j'ai eu la chance, l'opportunité en fait de faire une très belle carrière dans le growth, même si c'est encore que le début. Mais c'est-à-dire que je me suis trouvé très jeune dans une startup, donc j'ai rejoint, Spendesk, qui s'appelait pas Spendesk à l'époque, mais à peu près 20 ans. Et donc j'ai vécu un peu les success stories qu'on peut voir dans la tech sur le début de ma carrière. Et en fait, le fait de faire du growth et d'avoir eu ce job-là, et je suis sûr qu'on reviendra dessus, ça m'a permis en fait de m'ouvrir sur des opportunités, puisque dans la tech et dans le monde des startups, la compétence la plus précieuse, c'est grossir, c'est trouver des clients, c'est augmenter le revenu. Et donc, j'ai utilisé ces compétences que j'ai apprises dans mes prochaines carrières pour, comme tu l'as dit, investir dans des startups, lancer des événements et une communauté, mais surtout remonter une boîte qui est mon prochain défi pour les 10 prochaines années. Donc, The Mobile First Company, peut-être pour commencer un peu l'interview, tu vois, je me mets à la place par exemple d'étudiants qui se posent des questions sur le growth ou de personnes éventuellement en reconversion. Si je te demandais aujourd'hui pourquoi se lancer dans le growth, quels sont un peu les intérêts, les opportunités, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Non, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est aussi pour ça que tu m'as invité aujourd'hui. Je pense que j'incarne un peu ce parcours de profil growth. Comme je te l'ai dit, j'ai commencé hyper jeune. J'étais encore en stage. Moi, j'ai commencé chez Spendesk. J'ai d'abord été en stage de fin d'études et puis après en CDI et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment vécu les opportunités que peut amener le growth. Mais arrêtons de parler de moi, parlons un peu des gens, tu vois, qui nous regardent. Je pense que ce qui est hyper intéressant dans le growth, on est dans une économie un peu plus difficile qu'avant. Tu vois, les startups lèvent un peu moins d'argent, les temps sont un peu plus durs là-dessus, et donc les jobs sont moins présents qu'avant, pour être transparent avec les gens qui nous écoutent, quoi. Donc la tech est devenue un peu plus exigeante. Ce qui est bien avec le métier du growth, c'est un des jobs que j'appelle héroïste. C'est-à-dire que normalement, si on fait bien notre job, on rembourse notre propre salaire. C'est un peu comme les commerciaux ou d'autres fonctions. Donc, c'est souvent des fonctions qui sont encore ouvertes. Il y a encore des entreprises qui recrutent des profils growth. Et c'est souvent des jobs où on rembourse son salaire, en fait. Et donc, en termes d'une économie assez difficile, aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui investissent dans le growth. Et ça a même un effet presque contre-productif. C'est les entreprises en difficulté vont encore plus recruter des profils growth parce qu'elles veulent retrouver la croissance d'avant et pouvoir continuer à séduire des investisseurs ou à devenir plus rentables.
Donc ça, c'est le premier pilier. C'est que c'est un job aujourd'hui qui apporte de l'argent dans les sociétés. Le deuxième, on en a discuté longtemps, hein, Yannis, c'est un job qui est assez pluridisciplinaire, sans être, tu vois, dans les mots un peu bullshit ou autre, mais c'est-à-dire que on va travailler sur divers sujets. Et c'est pour ça que d'un profil growth à un profil à un autre, et c'est très bien montré dans toutes les interviews que tu as fait, les gens n'ont pas du tout le même job. Tu vois, n'ont pas du tout le même job. Entre des boîtes B2C, entre des boîtes B2B, entre des profils qui travaillent plus proches des commerciaux, d'autres qui travaillent plus proches du produit. Ben, en fait, on se retrouve avec des jobs différents. Et donc, ce qui permet au growth, en fait, d'être souvent au croisement de plusieurs départements, de plusieurs problèmes, de plusieurs jobs. Et donc, ce qui permet au profil growth de pouvoir évoluer dans sa carrière et de pouvoir se raccrocher au meilleur des wagons, en fait, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si, par exemple, on se rend compte que la partie sales se développe vachement bien, tu vois, pour la boîte, ben en fait, le profil growth va pouvoir se rapprocher des sales, donc va pouvoir grandir avec eux. Donc, c'est un job où, en fait, où il n'y a pas un career path très précis. On va pouvoir évoluer dans différents horizons, en fait, ce qui nous permet de pouvoir sauter sur des opportunités. On est beaucoup plus opportuniste en étant sur le métier de growth. On peut saisir beaucoup plus d'opportunités parce qu'on en a plusieurs devant nous face à, par exemple, un commercial ou un business développeur qui sait que le job d'après, ça sera à compte exécutif, quoi. Donc, c'est ça qui est bien dans le growth. Le troisième, qui est un peu un argument, mais qui est assez vérifié partout dans la tech, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de postes que de candidats qualifiés, en fait. Donc, moi, tu vois, avec 2-3 ans d'expérience, j'étais parmi les gens assez expérimentés de mon domaine, tu vois. Ça peut faire sourire, hein, mais aujourd'hui, c'est assez rare en 2-3 ans de réussir à être considéré comme un des plus seniors, en fait. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vite, le growth. C'est-à-dire qu'en 2-3 ans, on peut développer une expertise assez unique pour se faire chasser, pour avoir des opportunités assez intéressantes. Et à comparable, tu vois, dans le marketing, un profil de 7-8 ans d'expérience dans le marketing n'arrivera pas à valoriser son expérience autant qu'un profil growth très spécialisé dans un domaine sur les 2 prochaines années. Donc voilà, c'est les 3 premières idées qui me viennent en tête. Et tu vois, un peu pour rebondir avec ce que tu disais, est-ce qu'il y a une voie royale pour travailler dans le growth? Toujours un peu, si je me mets à la place des étudiants, tu vois, est-ce qu'il y a un chemin qui est plus courant pour ensuite travailler dans les métiers du growth, bien que ça regroupe plein de disciplines différentes? Non, écoute, c'est une très bonne question, tu vois, sur la voie royale pour réussir dans le growth. Je pense, il n'y en a pas, pour un peu, tu vois, démystifier. Pourquoi je dis qu'il n'y en a pas? C'est quand je regarde aujourd'hui les personnalités, à la fois ceux que tu as interviewés ou d'autres, hein, vraiment ceux qui ont des gros postes, des responsabilités, des gros salaires, il y a plusieurs parcours différents, en fait. Donc, je préfère donner un peu les clés en fonction de parcours où les gens sont, tu vois, qu'est-ce qui a permis à ces gens-là, que expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont fait des écoles d'ingénieurs qui finissent growth, il y en a qui ont fait des écoles de commerce, prépa, il y en a qui sortent sans vraiment de diplôme. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de voie royale. Par contre, ce que j'ai remarqué dans tous les gens qui ont eu une belle carrière dans le growth, ils ont rejoint une entreprise qui avait des problèmes et ils ont aidé cette entreprise à résoudre ces problèmes-là. Ça paraît évident, mais en fait, si je résume, c'est qu'ils ont rejoint souvent des startups qui étaient plus ou moins jeunes, plus ou moins récentes, et ils ont réussi avec cette startup à relever des défis que très peu d'autres personnes ont réussi à résoudre. Et donc, en fait, ils ont ce qu'on appelle un track record. En fait, ils ont construit leur propre CV parce que quand ils parlent de leur expérience, ils peuvent parler de manière chiffrée, ils peuvent donner des exemples concrets ou ainsi de suite. Quand on regarde vraiment, si je devrais segmenter aujourd'hui les 6000 profils à peu près qui tournent autour du métier du growth en France, il y a vraiment 300 personnes qui ont passé ce cap-là. C'est-à-dire qu'ils ont, de manière concrète, de manière visible, de manière réelle, résolu des problèmes pour une boîte. Et donc, cette boîte a passé un palier, en fait. Donc, la meilleure étape, en fait, pour réussir une carrière dans le growth, c'est aider une boîte à passer un palier. Donc, ça, c'est ce que je dis faire. Donc, rejoindre une boîte early stage, faire du freelance, peu importe. Ça, c'est des moyens d'arriver à cet objectif-là, mais c'est celui-ci. Derrière, moi, ce que je conseille un peu aux gens, c'est à la fois de choisir des entreprises qui sont pas forcément les plus sexy, mais qui sont des entreprises qui résolvent un problème, en fait. Pourquoi? Et j'essaye pas vraiment d'attaquer des personnes ou que des gens se sentent visés, mais
Aujourd'hui, c'est plus sexy de vendre des t-shirts sur Internet que d'aller faire un logiciel de comptabilité. Tu vois, si je m'explique. Et donc, l'erreur de beaucoup de jeunes qui veulent s'intéresser au métier du growth, ils vont dans des business, dans des produits sexy, en fait. Et si on regarde aujourd'hui les licornes françaises, si on regarde aujourd'hui les boîtes qui font plus de 50 millions de revenus, c'est pas souvent des boîtes sexy, en fait. Et donc, ce qui est vachement important dans le growth, c'est pas forcément le produit, c'est pas forcément le marché, l'industrie ou autre. C'est les problèmes à résoudre et les gens avec qui on va les résoudre, en fait. Et donc, ça serait un peu les clés, c'est de s'assurer qu'on va travailler avec des gens smart et avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et deux, avoir des problèmes très clairs à résoudre. Souvent, les profils assez jeunes, ils ont des postes un peu 360 et c'est pas vraiment clair le problème qu'ils doivent résoudre. Et donc, je préfère aller dans une boîte qui fait de la comptabilité pour des entreprises en me disant ton objectif, c'est voilà le point de départ, voilà la ligne d'arrivée, plutôt que aller rejoindre des marques un peu sexy avec 50 000 followers sur Instagram, avec le lundi faire du social media et le mardi trouver comment marche un peu Facebook Ads, avec des objectifs un peu moins clairs. Et attention, je dis pas qu'il n'y a pas des opportunités dans le consumer, je dis pas qu'il n'y a pas des opportunités dans les DNVB. Hein. Tu vois, Benjamin chez Asphalt est un exemple parfait. Je sais pas si tu l'as invité ou si tu vas l'interviewer, mais c'est un exemple parfait de quelqu'un qui a un parcours d'excellence dans le growth, quoi. Mais voilà un peu le point que je voulais partager sur réussir à passer une étape avec l'entreprise et résoudre des problèmes. Ben, hyper clair. Est-ce que tu dirais que malgré la diversité des postes, des tâches et des missions, il y a des aptitudes particulières pour travailler dans le growth, que ce soit des hard skills ou même des soft skills que tu as pu remarquer par exemple chez les personnes qui ont réussi autour de toi? Ouais, je vais te donner des avis un peu différents parce qu'on en lit beaucoup sur Internet. Moi, je suis persuadé dans le growth et c'est quelque chose sur lequel je me bats ou je suis un peu à contre-courant, c'est que les soft skills sont plus importants que les hard skills. Je m'explique. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes profils growth pensent que apprendre à coder est plus important, pensent que savoir scraper est plus important, pensent que avoir faire, tu vois, tous ces sujets-là qu'on remonte beaucoup. Oui, ils sont importants, mais c'est pas ce qui va vous permettre d'être dans les meilleurs, un peu. C'est un peu comme dans le sport de haut niveau, hein, sans faire de parallèle, mais c'est jamais celui le plus technique qui gagne, en fait. C'est des compléments. Et donc, moi, je trouve que dans l'écosystème aujourd'hui, on met pas assez en avant les soft skills, en fait, et c'est eux qui peuvent nous permettre d'aller passer ces prochaines étapes. Moi, quand je discute avec les meilleurs profils growth de l'écosystème, souvent, c'est des gens qui comprennent extrêmement bien le business model de leur entreprise, qui ont une compréhension économique très forte. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir exactement combien les clients payent, comment le business model marche, comment le prix, comment le pricing fonctionne, comment distribuer un produit. C'est des gens qui pourraient faire vraiment une analyse. Tu vois, je sais plus ce qu'on fait en école. C'est quoi? T'as dû en faire plus récemment que moi. Un peu ces pastels, non? Ces fameux pastels, ces analyses un peu. Océan bleu. Exactement. Donc ces exercices paraissent un peu fake, tu vois, un peu ennuyant. Hein. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est vachement intéressant des gens qui arrivent à avoir cette vision business assez 360. C'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre vraiment l'économie là-dessus. Et donc ça, souvent, c'est des gens qui ont été proches du sales, qui ont été proches du produit, ça dépend vachement, mais qui comprennent vraiment en fait les mécanismes de comment on crée un client, comment on convainc un client, comment on crée de l'argent, comment et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier gros soft skills là-dessus. Le deuxième, il y a forcément du relationnel qui est hyper important. Je t'ai expliqué au début, tu sais que le growth, c'est souvent un carrefour de plusieurs différents départements, équipes, personnes, en fait. Et donc, on a vraiment ce job-là qui en est deux, en fait. Le premier, c'est pouvoir switcher de contexte assez rapidement. C'est-à-dire que du lundi au mardi, on va peut-être pas travailler sur les mêmes jobs avec pas les mêmes personnes, ainsi de suite. Donc, il y a cette capacité à changer rapidement de projet, de sujet, de tâches. Et le deuxième, c'est pouvoir travailler en collaboratif. C'est encore une idée reçue qu'on a. Le growth, c'est loin d'être solitaire aujourd'hui. C'est vraiment un job d'équipe. En fait, les meilleures boîtes qui ont des résultats hallucinants dans le growth, c'est jamais une personne, c'est souvent une équipe derrière. Et donc, il y a à la fois ce travail d'équipe en interne, construire son équipe et travailler sur son équipe, mais surtout savoir travailler avec les autres personnes. Et ça, pour moi, c'est vraiment des soft skills. C'est savoir communiquer, c'est savoir fixer des deadlines, c'est savoir là-dessus.
Ça va paraître peut-être ennuyeux parce qu'il n'y a pas de recette magique, tu vois, dans ce que je donne. Mais en fait, déjà, si les gens appliquaient ces 3-4 soft skills que je viens de mentionner, ils feraient partie des profils les plus recherchés de l'écosystème, en fait. Et c'est vraiment ça qui me vient en top of mind, tu vois. Peut-être que tu vas creuser, tu vas m'en faire sortir d'autres, mais c'est vraiment ces compétences-là. Les soft skills sont supérieurs aux hard skills, et notamment pour ces raisons-là. Et est-ce que tu dirais que pour un jeune qui va se lancer dans le gros, vaut mieux qu'il essaye de se spécialiser dans un domaine ou au contraire essayer de vraiment être sur cette notion un peu généraliste, T-shape parce que je sais que ça peut faire débat parfois, que tout le monde n'est pas d'accord. Ouais, c'est une vraie question. Encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais je vais te donner mon opinion, du moins. Je pense que c'est bien d'être généraliste, en fait, aujourd'hui, sans être 360. Tu vois, de mon exemple, j'ai jamais lancé une publicité Facebook Ads. Par exemple, tu vois, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Alors que quand j'ai commencé dans le growth en 2016-2015, c'était que ça. Tout le monde faisait que du Facebook Ads, peu importe. Donc, je suis pas forcément un T-shape. Par contre, on a fait du SEO, on a fait de l'outbound, on a fait du product-led, on a quand même touché à plusieurs sujets. Moi, je pense que c'est important d'être toujours curieux et de comprendre les différents mécanismes, donc avoir un peu cette vision 360, sans forcément avoir une expertise dans tous les sujets, mais au moins avoir un pote à soi qui a une spécialisation, tu vois, qu'on peut appeler et lui dire « Mec, il faut qu'on prenne 30 minutes pour que tu m'expliques le SEO. » quoi. Et c'est vraiment un vrai conseil que je donne. Donc, vraiment avoir cette compréhension 360 et de se mettre dans une position de vraiment réfléchir par rapport à la boîte. C'est-à-dire, quel est le plus gros problème à résoudre pour cette boîte-là? Quel est le meilleur channel d'acquisition pour la boîte? Et se spécialiser là-dedans, en fait. Moi, je pense vraiment, et si on revient sur ma définition du début, c'est les gens qui vont passer une étape, passer une milestone. Pour ce faire, c'est souvent une fonctionnalité quand on est product-led, c'est souvent un channel quand on est plutôt en acquisition. Donc, il y a toujours un pilier où on se dit, cette boîte, c'est ça qui a marché, en fait. Avec des exemples, je sais pas, en consumer, Instagram, avec la viralité, avec des boîtes comme Notion, tu vois, sur la communauté, la création, se créer ce réseau, sur des exemples comme Spendesk, où nous, c'était vraiment le sales-led, la prospection commerciale. Donc, il y a souvent quelque chose où les gens se disent, c'est ça qui a fait le succès de cette boîte-là. Et donc, inconsciemment, c'est là que ta spécialisation va venir. Donc, si je résume, il faut être toujours curieux, être assez, tu vois, T-shape, comme tu le dis. Mais par contre, il faut se spécialiser et il faut réussir dans un domaine très précis. Ouais. Mais hyper intéressant. Tu vois, je reste un peu pareil sur le côté un peu découverte du gros pour des étudiants ou autres. Comment est-ce que tu dirais qu'on peut reconnaître une bonne offre d'emploi si justement on cherche son premier job ou peut-être son deuxième? Est-ce qu'il y a des critères, toi, que tu regardais à l'époque? Je pense notamment à ton expérience à Grosse Talent et ouais, bien sûr, bien sûr. Non, tu vois, avec Grosse Talent, en quelques mots, c'était un peu un side project que j'avais où j'étais en fait, j'avais les meilleures entreprises. Dès que tes boîtes levaient des fonds ou dès que des investisseurs investissaient dans des boîtes, ils me disaient, on cherche un profil growth. Et de l'autre côté, j'avais tous les meilleurs profils de l'écosystème qui me disaient, bah, si un jour tu as un job remote pour moi, si un jour tu as un job mieux payé, si un jour tu as une boîte plutôt à impact, appelle-moi. Donc, j'ai fait un peu cet entremetteur. Je disais toujours que j'étais un peu un agent de profil growth, tu vois, sur les 2 dernières années. Donc j'ai un peu une expertise. En tant que jeune étudiant, c'est assez difficile d'évaluer les offres d'emploi. Donc, je vais donner des choses assez basiques pour analyser. Et après, je pense que ce qui est vachement intéressant, c'est plutôt lors des entretiens qu'on va vraiment éliminer des boîtes. Je pense que, tu vois, de toi à moi, et tu l'as vécu, vaut mieux candidater à plus de boîtes et après un entretien, plutôt faire le tri que réfléchir à quelle est la meilleure boîte à laquelle candidater. Mais ça, c'est un peu mon idée. Je pense que ce qui est assez intéressant quand on parle du growth, je pense que les boîtes vieilles ont beaucoup moins de croissance que les boîtes nouvelles. Ça paraît un peu évident. Donc, il y a souvent des boîtes qui ont été créées dans les années 2013, 2016 même, tu vois, comme un Spendesk ou autre. Ça va être différent d'une boîte qui a été créée en 2022 ou 2023, en fait, en termes de croissance. Parce que passer de 0 à 1 million de revenus, c'est facile, tu vois. Passer de 10 millions de revenus à 12 millions de revenus, c'est plutôt difficile. Et du coup, c'est qu'un sujet de pourcentage, en fait. Donc, regarder l'âge des boîtes est hyper intéressant. Deuxième, c'est de regarder qui travaille dans ces boîtes-là.
en fait. C'est toujours intéressant d'analyser le parcours du fondateur, d'analyser le parcours peut-être du Head of Growth qui est actuel, peut-être du Head of Marketing, d'essayer de comprendre 3-4 employés qui vous intéressent, directeur marketing, directeur commercial, peut-être directeur de la croissance et les fondateurs, de comprendre quel est le parcours qu'ils ont. Ça va vous en donner beaucoup sur la culture des boîtes. Je m'explique. Quelqu'un qui sort de McKinsey, un gros cabinet de conseil, qui va monter une startup, la startup va être beaucoup plus corporate que quelqu'un qui avait déjà craché une startup avant et qui en a monté une deuxième derrière. Tu vois, ça va être des mindsets complètement différents, donc qui peuvent impacter. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde. Le troisième, j'essaye de comprendre en fait le produit. Donc, si le produit, je peux m'inscrire, je m'inscris. En fait, si je peux télécharger l'application, je télécharge l'application. Si je peux acheter un t-shirt, j'achète un t-shirt. Tu as compris un peu cette idée. J'essaye de vraiment comprendre le produit et comprendre les clients pour savoir, en fait, la question qu'il faut répondre, c'est pas si tu vas l'acheter ou si tu vas pas l'acheter. C'est de se dire, est-ce que honnêtement, il y a des gens qui ont ce problème et est-ce que ça va aider à résoudre ce problème-là, quoi, en fait. Encore une fois, je pense qu'on est dans un milieu économique très difficile pour les 5 prochaines années. Et il faut rejoindre des boîtes qui vont être bien financièrement, en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire 6 mois ou 8 mois dans une boîte et prendre un plan de licenciement. Donc, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que cette boîte va résoudre un problème qui est important? C'est fini les boîtes où les sujets ne sont pas importants, qui ont été dépriorisés. Je ne donnerai pas d'exemple, mais on a vu plein de boîtes qui n'ont pas réussi à relever des fonds. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les boîtes ont moins d'argent qu'avant et donc elles focalisent leur argent sur les gros problèmes qu'elles peuvent avoir. Donc, encore une fois, tu vois, j'essaierai de me mettre à la place d'un investisseur, en fait, ou d'un client et de me dire, est-ce que ce produit, il va résoudre un problème? Est-ce que ce problème qu'il est en train de résoudre est assez important pour que des gens payent pour lui? Donc, ça, c'est vraiment les 3-4 choses que je regarde, en fait, avant de candidater à une boîte. Le dernier sujet, maintenant, en plus, on a ChatGPT, donc on peut copier-coller le contenu de l'offre, le mettre dans ChatGPT et lui demander, en fait, est-ce que ce scope-là est trop large ou pas assez large, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des jobs growth. On va recruter des juniors, puisque là, on parle beaucoup des juniors, où on va leur donner le rôle de presque une équipe entière, en fait. Le lundi, ils vont faire ça, le mardi, ils vont faire ça. Ça paraît attractif, en fait, en étant un jeune diplômé, d'avoir 150 missions différentes, mais c'est le plus gros piège, en fait. Ouais. Je préfère l'offre d'emploi qui me dit, aujourd'hui, le KPI, c'est 20 sign-up par jour. On veut que tu passes à 80 sign-up par jour et tu vas avoir, ça va être ça ton job. Ça va être beaucoup plus intéressant qu'un job un peu, tu vois, 360 où on va te demander de faire plein de choses, ainsi de suite. Ça veut dire que les gens, soit ils n'ont pas forcément de budget, donc ils recrutent une personne pour faire 15 sujets, soit ils n'ont pas une idée très précise à quoi tu vas faire. Et donc, d'un mois à l'autre, ton job, il va changer, en fait. Soit c'est que les gars ne comprennent absolument pas comment ils peuvent grossir leur business et donc du coup ils attendent que toi, jeune diplômé, payé au lance-pierre ou tu vois là-dessus, trouve la solution pour sauver la boîte et lever des fonds. Et on le voit beaucoup, c'est vraiment des exemples concrets que je te donne. Donc pour moi, c'est un peu ça les solutions en amont du process, qui est vachement intéressant de sujet. Et après, c'est du bon sens. On parlait des soft skills. Moi, je comprends pas aujourd'hui que les jeunes étudiants, avant de candidater à une boîte, ils regardent pas qu'il n'y ait pas des alumni dans la boîte et ils appellent ce gars-là, ils envoient un message sur LinkedIn, ils se démerdent. Dans les fichiers d'alumni, on a les numéros de téléphone. Moi, chez Spendesk, j'ai jamais reçu j'en ai reçu 2, tu vois. J'ai jamais reçu trop de demandes de mecs qui avaient fait forcément les mêmes écoles que moi, qui avaient grandi un peu dans les mêmes endroits que moi, qui me disaient comment c'est chez Spendesk, en fait. Comment c'est chez Spendesk? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux m'aider à rentrer aussi? Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je pense qu'il faut aussi arrêter d'être passif. Une offre d'emploi, la boîte, elle va passer 30 minutes à écrire l'offre d'emploi. C'est pas un sujet, c'est pas hyper réfléchi comme document. Mais peut-être que j'enlève un mythe. Ce qui est vachement important, c'est essayer de comprendre la boîte. Il n'y a rien de mieux que prendre 30 minutes de messages sur LinkedIn avec quelqu'un de la boîte pour avoir des avis. Donc ça, c'est les sujets que je regarde en amont. Bonjour à tous, je suis Alexandre de Almeida, président de la Confédération nationale des juniors entreprises. Nous sommes le premier mouvement étudiant confédéré de France, avec 25 000 étudiants qui s'engagent chaque jour dans plus de 250 associations réparties sur le territoire, que ce soit en école de commerce, en école d'ingénieur ou en université, tous travaillent ensemble pour une ambition commune, faire rayonner leur établissement, satisfaire leurs clients et permettre aux étudiants qui vont s'engager en junior entreprise de pouvoir mieux s'insérer dans la vie professionnelle. Nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir être partenaires du Gros Event, une initiative issue d'alumni de notre mouvement Junior Entrepreneur, que nous sommes contents de soutenir pour la valeur qu'elle peut vous apporter aujourd'hui, au travers d'experts qui vont pouvoir intervenir sur des tables rondes, sur des ateliers. Alors profitez-en et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.
C'est hyper intéressant. À la fois, tu disais le côté pas trop 360 et en même temps très focus problem solving, quoi. Quel est le problème? Peut-être une dernière question un peu sur cet aspect recrutement. À l'inverse, toi, entre deux personnes qui auraient le même parcours, qu'est-ce qui ferait la différence pour que tu la prennes avec toi? Est-ce qu'il y a des critères que tu regardes en plus des soft skills? Bon, déjà, il n'y a jamais personne qui a deux mêmes parcours, en fait. Et c'est ça qui est hyper étudiant, en fait. Mais pourquoi je te taquine là-dessus? C'est parce qu'en fait, les étudiants, ils ont beau faire la même école, ils pensent qu'ils ont le même parcours. Sauf qu'en fait, on s'en fout du diplôme en tant que recruteur. Ce qu'on va essayer de chercher, j'avais cette discussion, hein, c'est en fait, quel est le lien avec notre entreprise, le problème qu'on va résoudre et le candidat qu'on a en face de nous. Je te donne un exemple, en fait. Il y a une boîte qui fait une sorte de Google Drive pour les clubs de foot, en fait, et pour tous les clubs d'institutions. Ça s'appelle ScorePlay, c'est une boîte exceptionnelle, tu vois, si tu veux aller voir. Maintenant, ils sont aux US et tout ça. Ben, en fait, le fait d'avoir des sportifs, quand ils étaient plus jeunes, des gens qui ont été à un niveau assez haut, en fait, ben, ça leur donne un avantage concurrentiel énorme face à d'autres. Donc, de parcours similaires, quelqu'un qui a une affinité avec le sport, en fait, qui comprend comment marche le sport de haut niveau, ces clubs-là ou autres, va avoir un avis. Donc ça, tu vois, souvent, quand je donne ces exemples-là, les gens me disent, oui, c'est évident, tu vois. Mais en fait, chaque fois que tu candidates dans une boîte, tu pourrais trouver un lien logique avec cette boîte-là, en fait. Et donc, ce qui est hyper difficile, c'est peut-être les stages qu'on a fait, c'est peut-être le job de nos parents, en fait. Peut-être juste le fait d'être, tu vois, moi, mon père était DSI, tu vois, il travaillait dans la gestion informatique. Ben, le fait de vendre à des DSI peut-être un produit, ben, c'est un argument. Je peux dire, ben, c'est drôle. Enfin, le persona, le vendeur de ce produit, ça peut être, c'est mon père, en fait. Donc, je le comprends. Souvent, les gens ne réfléchissent pas assez à ce côté. Quel est le lien que je peux avoir à la boîte et comment je peux le communiquer aussi aux recruteurs, quoi. Mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et du coup, moi, pour répondre à ta question, quand j'essaye d'évaluer deux candidats, j'essaye de réfléchir à quel est le lien, en fait, avec ces boîtes-là. Et après, ce qui est universel et ce qui s'applique dans toutes les startups aujourd'hui, startups, je dis bien, je ne mets pas les agences, je ne mets pas les autres, je le connais moins bien. Aujourd'hui, entre quelqu'un d'expert et quelqu'un de passionné, ça sera toujours le passionné qui aura une meilleure carrière, en fait. Ouais. Et donc, ce qu'on cherche de comprendre quand on a deux candidats vraiment, où les case studies, tu vois, les études de cas sont égalité, il y a vraiment deux candidats qui se chevauchent, quoi. On essaye de se dire lequel est le plus passionné par le futur de la boîte, en fait. Et encore une fois, c'est pas passionné par rapport au produit. Ouais, c'est passionné en se disant, on sait que ce gars-là va faire 10, 20, 100% de plus que l'autre pour cette raison, quoi. Et souvent, on le voit sur des gens qui sont un peu plus fous dans le process, tu vois, ils s'en moquent du job title, ils s'en moquent à peu près des missions. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont un peu dans ce côté-là, ils veulent résoudre les problèmes pour la boîte et ils sont prêts à tout pour les résoudre. Et je trouve que, je veux pas faire le vieux, hein, on n'a pas beaucoup d'écart, tu vois, quand même, mais je trouve qu'aujourd'hui, on récompense pas assez la passion qu'ont des gens. Et donc, en fait, je suis toujours un peu triste de voir qu'aujourd'hui, les mecs sont en école de commerce avec 15 heures de cours par semaine, et j'en ai fait, hein, tu vois, et font rien à côté. N'apprennent pas à coder, ne lancent pas de side project, ne lancent pas d'idées, tu vois. Je pense que tu es l'exemple avec ce que tu fais avec Gross Event, tu vois, de la passion, en fait. C'est des gens, on vous demande pas de faire une startup à la Facebook, on vous demande juste de faire des choses par passion et de nous prouver que vous l'avez fait par passion, en fait. Parce que si vous l'avez déjà fait une fois, vous le ferez une deuxième fois. Et donc, moi, mon conseil que je donne aux jeunes, c'est, en fait, vous avez forcément envie de lancer un TikTok, de créer un channel YouTube, d'organiser un festival de musique, de partir du Pays Basque et aller au Sénégal en vélo. Je sais pas, trouver des idées fous. Mais en fait, aujourd'hui, dans nos générations, il nous manque un peu ces profils passionnés qui ont montré qu'en fait, par conviction, par passion, ils étaient prêts à faire de grandes choses. Et si vous êtes dans cette catégorie-là, ben en fait, les entretiens vont être beaucoup plus faciles, en fait. Il va falloir apprendre à vous marketer, hein, qui est une autre partie du job. Mais du moins, vous avez quelque chose en vous que les boîtes peuvent aller chercher, et peuvent comprendre et peuvent être intéressés. Et peut-être une question un peu plus du point de vue de la carrière maintenant.
Qu'est-ce que tu conseillerais pour un profil débutant dans le sens où, tu vois, à la fois tu vas avoir le côté aller en agence et pouvoir travailler avec différents clients sur des disciplines spécifiques et à la fois le côté un peu plus chez l'annonceur. Est-ce que dessus tu conseillerais certaines choses pour quelqu'un qui se pose des questions pour son premier job et qui ne saurait pas vers lequel des deux s'orienter en premier? C'est une très bonne question. Tu me taquines un peu parce que sur le modèle agence, tu vois, j'ai quand même une casquette Scalability, tu vois, aujourd'hui, qui est une des meilleures agences growth, tu vois, de Paris. Mais plus sérieusement, encore une fois, je pense que le plus important, c'est quel problème vous allez être amené à résoudre et avec qui vous allez bosser, en fait. Donc, le modèle startup, le modèle agence sont deux modèles qui sont complètement différents, mais qui sont pas l'un ou l'autre, en fait. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je pense qu'il y a 9 agences sur 10 qui sont très mauvaises, en fait. Qui ont des très mauvais process, qui ont des gens qui n'ont jamais travaillé en startup avant, qui vont pas vraiment apporter de la valeur aux clients et ainsi de suite. Donc, je dirais, le risque de rejoindre aujourd'hui une agence, il est très haut. Il y a très peu d'agences. Tu vois, on a parlé de Scalability là-dessus. Il y en a 2-3 qu'on a en tête où c'est des agences où tu peux regarder qui sont les gars. Est-ce qu'ils étaient en startup avant? Ça, c'est un des critères. Et est-ce que les employés aussi et les autres collègues étaient en startup avant? Ou est-ce que ceux qui sont passés par cette agence ont fini dans des postes à responsabilité en startup? Donc, il faut vraiment, pour moi, l'agence et les startups sont deux sujets liés. Si on arrive à les séparer des gens qui n'ont jamais mis un pied en startup et qui bossent pour des startups, ça devient dangereux. Donc, je dis attention à rejoindre des agences. Il y en a très peu qui payent bien. Donc, c'est un des premiers critères, en fait, comment on élimine les agences. C'est demander les rémunérations. Et moi, les meilleures agences que je connais, et je tourne encore en boucle là, sur Scalability, mais c'est celles que je connais le mieux de l'intérieur, ils payent mieux que les startups aujourd'hui. Donc, parce qu'ils ont un business qui est plus rentable que les startups aussi, tu vois. Donc, les agences, oui, mais faites attention et allez dans des agences, encore une fois, qui font pas tout. C'est impossible de tout faire, en fait. Qui ont une expertise donnée, qui ont des clients spécifiques là-dessus. C'est un peu comme l'offre d'emploi 360. Une agence qui fait tout, il fait rien à la fois, en fait. Donc, allez chercher une expertise très précise, allez résoudre des problèmes très précis. Même conseil, agence ou startup. Le côté des startups, ça s'est un peu calmé, la hype où tout le monde levait 2 millions d'euros, quoi. Et donc, il y avait plein de jobs là-dessus. Faites attention aux startups où il y a pas mal un turnover, en fait. Donc, un petit astuce que vous pouvez faire, vous pouvez regarder les anciens employés, en fait, de certaines startups sur LinkedIn ou même dans la version gratuite d'un Sales Navigator ou d'un LinkedIn Recruiter. Je pense que vous avez 30 jours d'essai là-dessus. Vous pouvez mettre compagnie, les anciens, tu vois. Tu peux regarder tous les anciens d'une boîte. Et souvent, sur des boîtes assez jeunes, quand il y a pas mal d'anciens, c'est jamais bon signe. Notamment quand il y a eu 3-4 profils growth différents, ça devrait vous faire tilter, quoi. Donc, tu vois, si vous êtes le 4e stagiaire de fin d'études et qu'il n'y en a aucun qui a signé un CDI derrière, est-ce que vous allez vraiment aller là-bas pour 6 mois? Tu vois, un peu cette idée-là. Mais voilà. Donc, pour moi, les agences, il faut faire attention. Il faut vérifier ce qu'on a discuté. Et après, il faut aller dans les agences. Par contre, pour être un peu plus positif, parce que je pense que j'ai un peu trop tapé sur les agences, ce que j'adore sur le côté des agences, c'est que les bonnes agences apprennent énormément de soft skills, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont passés en agence sont souvent des meilleurs communicants, des meilleurs gestionnaires de projets. Tous les aspects qu'on a discutés, ça te permet d'acquérir des soft skills beaucoup plus rapidement que d'autres personnes, quoi, en fait. Est-ce que tu as... Donc, quand on parle de grosses directement, on pense aux startups. Est-ce qu'on peut aussi travailler avec une vraie démarche grosse dans tout ce qui va être scale-up ou même des grands groupes, ou c'est plutôt anecdotique aujourd'hui sur le marché de l'emploi? Je pense que j'ai vu des profils growth dans des associations. C'est quelque chose qu'on parle moins, en fait. Donc, pourquoi je pivote ta question, hein, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde associatif, dans le monde des NGO, dans le monde de l'humanitaire ou autre, il y a des gros profils growth qui font des grandes choses, en fait. Et ceux-là n'ont pas forcément la visibilité. Je ne sais pas si tu as interviewé la team de Marketing Flow là-dessus. Bon, bref. Non, mais je me le note. Exactement. Mais en fait, Marketing Flow, ils ont vraiment aujourd'hui créé, je les laisserai expliquer et peut-être que tu les inviteras, mais en fait, ils ont vraiment donné des outils growth à des boîtes qui n'avaient pas assez moyens d'avoir du growth. Donc, je trouve ça assez intéressant plutôt que, parce que je vais taper sur les grands groupes après. Donc je donne quand même une porte de sortie. Il y a aujourd'hui des associations et des boîtes qui n'ont pas des scale-up ou des startups où il y a des impact growth qui sont assez importants.
Maintenant, venons sur le côté scale-up. Je pense que le côté scale-up est hyper intéressant pour en fait voir la ligne d'arrivée. Je m'explique. C'est-à-dire que les scale-up sont en hyper-croissance. Donc, les channels d'acquisition sont en place, les KPI sont en place, les outils sont en place, tout est mis en fait. Donc, vous n'allez pas arriver pour résoudre des problèmes. Vous allez arriver pour contrôler le joystick, pour opérer la machine en fait. Donc, c'est intéressant pour comprendre qu'est-ce qu'une successful machine look like, tu vois, à quoi ressemble une boîte fiable, rentable et ainsi de suite. Comprendre les outils, les mécanismes, ainsi de suite. Mais c'est pas une boîte où vous allez vous faire un nom, c'est pas une boîte où vous allez construire une expertise et ainsi de suite. Donc, rejoindre une scale-up, ça paye bien. Vous allez travailler avec des gens smart, vous avez un produit qui est robuste et des clients qui sont robustes et vous allez avoir des bons outils en place. Donc, aujourd'hui, vous rejoignez n'importe quelle licorne française, vous allez voir des choses du growth que personne n'a vu. Des budgets hallucinants. Si vous allez chez Conto, tu vois, ou Brevo, vous allez voir des budgets publicitaires hallucinants que personne dans l'écosystème ou en Europe n'a aujourd'hui. Si vous allez dans des boîtes comme Spendesk ou Payfit, vous allez voir des stacks data de CRM ultra complexes qui mettront 4 ans à faire pour n'importe quelle startup. Donc, c'est assez intéressant pour voir la ligne d'arrivée. Restez pas longtemps, restez pas longtemps dans les scale-up. Et le dernier sur les grands groupes, je veux pas dénigrer le côté grand groupe ou ainsi de suite, mais pour moi, la force du growth, c'est la rapidité d'exécution. C'est d'avoir une idée, de mettre en place, vérifier si ça marche pas, ainsi de suite. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui en ont parlé sur tes vidéos. Les grands groupes, c'est difficile de faire bouger les choses. Ok. Donc, en fait, si vous regardez des grands groupes, il y en a certains, on sait que le groupe Decathlon, c'est une énorme boîte, mais c'est des gens qui bougent très vite, tu vois. On sait qu'il y a certaines grosses boîtes où il y a cette flexibilité, tu vois. Aujourd'hui, Facebook, c'est pas français, mais c'est un grand groupe, hein, c'est plus de 20 000 habitants, 20 000 employés. Mais on sait que tu peux casser des choses, tu peux faire des choses, et ainsi de suite. Donc, je dirais, le grand groupe, c'est des sujets qui sont ultra passionnants parce qu'en fait, 1% de conversion sur le site, tu vois, de Michelin, ouais, c'est énorme. Ça te fait un écart énorme, en fait. Donc, on a des terrains de jeu qui sont fascinants. Par contre, il y a très peu de grands groupes où il y a cet ADN possible, où on peut pouvoir avoir cette autonomie, ce budget, cette flexibilité de tenter des choses. Donc, souvent, moi, que je vois les profils très forts en grands groupes sont plutôt des profils expérimentés, en fait, qui ont réussi dans le monde des startups ou autres et qui ont construit une expertise. Et du coup, les grands groupes leur donnent un peu plus carte blanche. Je me mets vraiment dans la place d'un jeune diplômé qui rejoint le groupe Orange demain, qui est mis dans une petite BU et on lui dit fais du growth. J'aimerais pas être à sa place, quoi. Donc, je veux pas non plus dénigrer parce qu'il y en a des exemples, mais gardez en tête quelle va être votre flexibilité et votre liberté à faire dans ces boîtes-là. Il doit y avoir des exemples, j'espère que tu vas en trouver pour l'événement, hein, mais c'est assez rare. Est-ce que tu dirais que quand on commence à avoir une certaine expérience à moyen, long terme, le gros, c'est une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat? J'ai envie de te dire oui, tu vois, je l'ai vécu là-dessus. Il y a pas mal d'exemples. Il y a pas mal d'exemples aujourd'hui. Je pense à Livestorm. On est en train d'enregistrer sur Livestorm, tu vois. Gilles. On a interviewé Gilles. Ouais. Ok, ben canon, tu vois. Donc, tu as dû lui poser la même question et il a monté une très belle boîte qui a des revenus et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'exemples. Ça revient sur un peu ma présentation au début. C'est le growth te permet d'apprendre beaucoup de choses, en fait, de voir plusieurs aspects. Et je considère que si tu es très bon growth, tu peux être un très bon entrepreneur. J'attendrai que ma boîte soit rentable, successful, et ainsi de suite, avant de faire le fanfaron, parce qu'on est qu'au tout début. Mais normalement, tu apprends à distribuer un produit. C'est quand même notre job numéro 1. Et c'est le problème numéro 1 de toutes les startups aujourd'hui, la distribution. Tu apprends à avoir une valeur proposition unique. Le goal, c'est ça. C'est pas être du marketing, de parler de trop de choses. C'est vraiment trouver le point qui va faire basculer quelqu'un en curieux et client. Donc, je pense que le growth est un bon aspect. Le deuxième, qui est hyper difficile, c'est que le job de fondateur d'entreprise ou du moins de start-up, c'est pas que du growth, en fait. Et donc, il y a tous les autres sujets qu'il faut pas sous-estimer, en fait.
Donc, je dirais attention, vous pouvez être très bon growth et c'est très difficile. Tu vois, moi, ça va faire que 6 mois que j'ai lancé ma boîte et dans les 4 premiers mois où tu es seul dans une chambre à écrire sur des murs blancs, quoi. Mais c'est un job qui est assez différent là-dessus. Il y a beaucoup de recrutement, il y a beaucoup de relations avec des investisseurs, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de sujets. Donc oui, je pense que c'est une porte ouverte sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une porte ouverte sur l'indépendance financière avant ça. En fait, réussir à avoir des side projects ou réussir à gagner un peu d'argent à côté de son job ou avoir un job qui nous paye bien. Voilà. Et peut-être pour rebondir avec une thématique que tu évoquais aussi au début de l'interview, le fait qu'en ce moment c'est un petit peu plus dur d'un point de vue économique, est-ce qu'il y a des répercussions sur le growth dans le sens où est-ce que le growth a un peu changé, évolué au niveau des stratégies, des moyens mis en place aujourd'hui ? Je pense que c'est encore trop tôt, tu vois, pour vraiment savoir. Ce qu'on peut savoir, c'est que les boîtes ont quand même réduit leur budget publicitaire. Je pense que tout le monde a dû te le dire, ça, aujourd'hui. Donc, les boîtes dépensent moins. Les boîtes ont besoin d'un ROI plus rapide aussi. Donc, on a un peu arrêté des channels qui étaient un peu plus long-termistes. Tous les sujets un peu brand, community et ainsi de suite. Ça a bien coupé, tu vois, quand même. Il y a moins d'exemples. Donc, je pense qu'on a été dans un mindset un peu plus rationnel. Je pense qu'on a des équipes growth qui sont plus petites aussi. Je pense qu'à une époque, on pouvait monter à 10, 20 personnes, tu vois, sur une équipe growth. Aujourd'hui, elles sont plutôt aux alentours de 6-8, les grosses équipes. Donc, je pense que ça a été les sujets. Les gens préfèrent recruter un profil un peu plus senior que 2 juniors, malheureusement, pour ceux qui nous écoutent. Après, le plus difficile, en fait, c'est le macroéconomique, en fait. C'est-à-dire que à l'époque, les gens étaient prêts à tester des solutions, étaient prêts à acheter quelque chose, à voir si ça avait marché ou autre. Aujourd'hui, le monde économique est beaucoup plus sceptique. On le voit, les gens ont peur d'acheter des apparts et de vendre des apparts. On le voit sur les dépenses, sur les voitures, sur plein de choses. En fait, dans la vie de tous les jours, les gens se disent « Oula, économiquement, c'est un peu plus difficile, on va attendre. » Donc, il y a une vraie position d'attente à la fois dans les investisseurs qui se disent « On va attendre dans 6 mois pour investir chez vous. » Donc, ça crée un peu plus de stress sur les boîtes. Auprès des clients aussi, où on se dit « On va attendre si c'est vraiment un problème ou ainsi de suite. » Donc, on a… De toute façon, c'est le secteur de l'économique. Quand tout s'affole, les gens s'affolent et ça va dans tous les sens, ainsi de suite. Quand ça ralentit, les gens sont ralentis, quoi. Donc, on est dans un écosystème où le growth, c'est un peu plus difficile puisque l'écosystème est plus ralenti qu'avant. On va arriver bientôt à la fin de cette interview, Jérémy, mais on a encore quelques petites questions. C'est des questions récurrentes qu'on pose à chaque invité. Pas évidentes parce que il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est voilà, juste de voir, peut-être avoir ton point de vue à toi. Comment est-ce que tu penses que le growth va évoluer ces prochaines années ? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir certaines tendances émergentes qui commencent dès maintenant à être identifiées ? Très bonne question. Je m'attendais à des questions en oui-non, mais du coup, ça va être un peu plus long. Donc oui, le growth va continuer à évoluer. De toute façon, tout évolue. Le product évolue, la tech évolue, le sales évolue. Donc, le growth va continuer à évoluer. Je pense qu'au-delà du macroéconomique, les outils qu'on a, notre terrain de jeu et nos outils qu'on a pour jouer dans ce terrain de jeu sont devenus ultra puissants. On parle de l'IA, mais vraiment, quand je regarde mon job sur mes 2 premières années chez Spendesk, et si je devais le refaire avec les outils à ma disposition aujourd'hui, ça serait hallucinant, quoi. Donc, il va avoir un impact sur les tâches qu'on va pouvoir automatiser encore plus loin. Donc, il va avoir beaucoup plus d'automatisation. Il va avoir aussi beaucoup plus de concurrence, en fait, puisque globalement, tout le monde sera capable d'écrire des bons mails, tout le monde sera capable de faire des beaux créas. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, les choses où il y avait des avantages concurrentiels sont en train de diminuer. Donc, les cartes vont être rebattues puisqu'il y aura on aura moins d'avantages qu'avant. Je pense que ce qui va être assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux, on a vachement battu, tu vois, avec Grosse Talent pour ça, c'est qu'il n'y ait pas un métier growth, c'est qu'il y en ait plusieurs, quoi. Ouais. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on arrêtera d'utiliser le lead growth, head of growth, growth manager ou ainsi de suite. Ça n'existera pas. Tu vois, si je suis vraiment OpenIT, je pense que le métier de growth, le job title growth n'existera pas.
il y aura des conversion managers sur le website, il y aura des product managers sur la conversion des produits. Tu vois, on aura des métiers beaucoup plus spécialisés, en fait. Et donc, on partira de ce mot ouvrier à, ben non, en fait, il y a un menuisier, il y a un plombier, il y a un plaquiste, tu vois. Donc, je pense qu'on va encore plus se spécialiser parce qu'on a prouvé le ROI d'une personne growth dans une boîte et donc maintenant, on aura plusieurs personnes growth dans une boîte. Donc voilà, impact de l'IA et spécialisation et plus de profil growth dans les boîtes. Et peut-être une tendance, il y aura du growth sur des channels qui auront été délaissés, en fait. Donc, tu vois, quand tout le monde te dit que le paid va mourir, je pense que le paid va renaître, en fait. Un peu comme l'email, un peu comme tout. Donc, en fait, je pense pas qu'on ait des nouveaux channels d'acquisition, on verra là-dessus. Mais en fait, que ceux qui étaient morts dans les 5-10 dernières années reviendront. On l'a vu avec l'influence marketing. C'était quelque chose qui était mort et qui est en train d'être revenu différent, en fait. Il avait été fait différent. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de channels qui vont revivre là-dessus. Voilà, quelques prédictions. Et une question, mais qui s'en rapproche vachement, hein, mais pareil, selon toi, quelles sont les compétences qui vont être les plus demandées à l'avenir chez les profils grosses, que ce soit junior, mais même senior aussi? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un changement et des compétences qui vont devenir indispensables à l'avenir? Ouais, je vais pas te satisfaire avec ma réponse, mais moi, je trouve vraiment que le Covid et ainsi de suite a un peu diminué la capacité de travail, en fait. C'est-à-dire, c'est mon opinion, hein, mais je pense qu'on travaille moins ou les gens travaillent moins post-Covid aujourd'hui. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, être un acharné de travail paiera toujours plus que les autres. Et quand je dis acharné de travail, c'est pas forcément les horaires ou ainsi de suite. Je le mets dans faire des tâches qui paraissent débiles, que personne n'est prêt à faire, que nous, on va faire à la place des autres, en fait. Si je m'explique, quand je reprends mes 2 premières années chez Spendesk qui m'ont permis d'avoir ce salaire, ces responsabilités, cette équipe, c'était vraiment beaucoup de cleaning de data, beaucoup de connexion de CRM, beaucoup d'envoyer d'emails, de call-caller des gens. C'était des tâches ingrates, en fait. Et je trouve qu'on n'a plus l'habitude de faire des tâches ingrates et de manière assez agressive, tu vois. Et donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il y aura une compétence des gens qui sont prêts à faire des tâches ingrates de manière assez poussée. Parce qu'il y en a qui vont passer 2 semaines à automatiser quelque chose avec de l'IA, pendant qu'il y en a un, en 2 jours, il va le finir, en fait, en le faisant. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette capacité-là qui va vachement jouer. Je pense que le deuxième, et je fais tout sur les soft skills pour t'embêter, hein, mais il y a très peu de gens qui s'investissent sur du long terme. Tu vois, tu parlais, je suis resté un peu plus de 6 ans chez Spendesk. Tous les bons profils growth sont restés 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et en fait, il y en a très peu qui sont prêts à faire ces efforts-là dans le temps, tu vois. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop impatient en se disant, bah, dans 6 mois, je change parce que j'ai une meilleure opportunité pour gagner 10 000 euros de plus par an. Tu vois, il y a plein de choses comme ça où en fait, on ne s'investit pas assez sur le long terme. Je pense que ça prend vachement de temps. Je te mentirais hein, si j'ai pas failli démissionner 4 fois de Spendesk. Mais en fait, si j'étais pas resté aussi longtemps, j'aurais pas accumulé autant. Donc, toutes les boîtes ne sont pas Spendesk et je dis pas qu'il faut pas ne pas démissionner et ainsi de suite. Mais il faut aussi donner du temps à soi-même, à sa boîte, à son produit et à tout. Donc, il faut être aussi un peu plus patient dans les métiers du growth. C'est pas vrai qu'on peut finir à 100K en 2 ans, tu vois. C'est faux, tu vois. La success Soyez story. patient, en fait. Soyez patient, montez les étapes, apprenez ces soft skills, développez votre expertise et ça viendra, ça viendra. Peut-être une dernière question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui te passionne toi dans le gros? Qu'est-ce qui fait que ça a été ça et pas un autre domaine? Qu'est-ce qui fait que tu auras toujours cet ADN grosse en toi? C'est une très bonne question. Je pense que moi, c'est la proximité avec le métier de sales, en fait, où j'adore convaincre les gens. Donc, j'ai toujours, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'achetais et je revendais des objets, tu vois. J'ai toujours vendu du service. J'ai toujours eu ce côté un peu de la vente, de se dire, quelqu'un que je connais pas, j'arrive à le convaincre et avoir un peu ce côté transactionnel, un peu ce côté. Donc, moi, ce que j'adore dans le côté growth, c'est ce côté convaincre quelqu'un, de le faire télécharger une application, le faire acheter un t-shirt, le faire payer un abonnement pour un logiciel, et ainsi de suite. Moi, c'est vraiment ce côté-là, ce côté transaction, interaction là-dessus.
Donc, c'est peut-être la réponse plus what the fuck que tu as reçue. Hein. Mais moi, c'est ce côté-là, en fait, pas de manipuler trop fort, mais tu vois, de trouver de faire de la transaction, en fait. C'est qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. C'est concret. Ouais, il y a vraiment le côté humain derrière, enfin, un comportement, induire un comportement. Ouais. Tu vois, moi, je trouve ça tellement beau de regarder des calls de closing sales, tu vois. Je regardais souvent des replays quand je le voyais et tout ça. C'est hyper intéressant comment, en fait, amener la question, comprendre le problème, reformuler le problème. Enfin, il y a plein de choses qui sont juste qui me fascinent, moi. Qui me fascinent dans ce côté-là où les gens ne savaient pas forcément qu'ils ont le problème, ils se rendent compte qu'ils ont le problème et ils veulent ta solution, quoi. C'est ce côté-là, du côté growth. Et le deuxième, un peu plus normal, c'est en fait la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que du premier trimestre de l'année au dernier trimestre de l'année, nos semaines n'ont rien à voir, en fait. Nos semaines n'ont rien à voir. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Bah, super intéressant. On arrive à la fin de cette interview, Jérémy. Un grand merci en tout cas d'avoir pris du temps et participé aujourd'hui à cette grosse keynote. Est-ce que s'il y a des personnes qui peut-être veulent te suivre ou voir un petit peu comment tu évolues, est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel tu es particulièrement actif et sur lequel ils pourraient te retrouver ? Non, t'as vu, je suis hyper actif sur LinkedIn. Donc, suivez-moi sur LinkedIn. Envoyez-moi une invitation. Si vous voulez vraiment qu'on soit amis sur LinkedIn, expliquez-moi pourquoi dans l'invitation, quoi. Sinon, vous pouvez me follow et répondre là-dessus. Vous trouverez mon mail ou mon WhatsApp de manière hyper évidente. Et venez au gros event. Je serai là et on se croisera lors de cette soirée-là. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Au total, on a interviewé plus de 40 experts dans le Growth, donc si tu as aimé, je t'invite à liker, mais également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines interviews. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire au Growth Event. Les places sont 100% gratuites, mais en quantité limitée, donc faut en prendre dès maintenant si tu veux être sûr d'en avoir encore de disponibles. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, tu tapes Growth Event sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton nom, prénom, adresse mail, et le tour est joué, tu as réservé ta place pour l'édition 2024. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, à bientôt.